Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, il est 14 heures et nous allons commencer notre webinaire. Donc, d'abord, je me présente. Je suis Déborah Kouayo-Abélé. Je suis chargée de projet à la Coréade Nouvelle-Aquitaine, donc Coréade qui signifie Coordination Régionale Addiction. Donc, je vais animer ce webinaire tout au long de l'après-midi. Donc, je tiens déjà à vous remercier d'avoir répondu présent pour ce webinaire de la Coréade. Nous sommes 118 participants et le sujet aujourd'hui est la spécificité de la prévention à l'adolescence. Quels enjeux? Donc, je remercie chaleureusement Nathalie Petit, psychologue clinicienne, doctorante à l'Université de Paris, d'avoir accepté notre invitation pour nous partager son expertise à l'occasion de ce webinaire. Encore un grand merci au nom de toute l'équipe de la Coréade, vraiment d'intervenir aujourd'hui, Nathalie. Je souhaite déjà expliquer le fonctionnement du webinaire, même si je pense que beaucoup de personnes commencent à être rodées dans ce temps-là qu'on propose. Donc, nous allons être ensemble jusqu'à 16 heures et ce webinaire s'organisera sur 3 temps. Donc, nous débuterons cette première partie par la présentation de Nathalie, puis nous vous proposerons une pause de 10 minutes durant laquelle nous vous inviterons à répondre à un sondage en direct qui s'affichera sur votre écran Zoom. Et ce sondage permettra d'améliorer notre qualité des prochains webinaires qu'on vous proposera. Enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Également, nous sommes sous un format webinaire, donc cela signifie que vos micros et vos caméras sont coupés pour éviter toute interférence. Donc, vous ne pourrez pas intervenir oralement. Donc, je vous invite donc à vous exprimer pour toutes vos questions via le chat qui est représenté par l'icône bulle qui se trouve en bas de votre écran. Et je vois déjà au vu des nombreux messages que certains savent l'utiliser. Donc, le chat vous permettra de poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Mes collègues et moi-même ferons une synthèse de vos questions pendant la pause et je les poserai à Nathalie lors de la dernière partie. Déjà, plusieurs d'entre vous ont posé leurs questions lors de l'inscription et je pense que certains et certaines auront leurs réponses dans les propos de Nathalie. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer cette question dans le chat. Pour information, ce rendez-vous est enregistré, donc la vidéo sera mise en ligne sur le site de la Coréade dans la rubrique replay où elle sera visible à tout moment. Petit aparté également, si vous souhaitez être informé de l'ensemble de nos formations et actualités, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter. Donc, si vous souhaitez également nous soutenir dans nos actions, vous pouvez également adhérer à la Coréade. À titre individuel, la cotisation annuelle est de 10 €. Voilà, donc si Nathalie est prête, je propose de commencer ce webinaire et je te laisse donc la parole. Je souhaite aux participants un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Donc Nathalie, c'est à toi. Merci Déborah. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vois personne. Enfin, si je vois Déborah, vous autres, je vous devine. Je vois ce petit chiffre 125, participants. Donc, je vous remercie. Donc, j'ai proposé aujourd'hui de vous parler de la spécificité de la prévention à l'adolescence et je vais délimiter mon propos à la prévention universelle groupale, mais ce que je vais énoncer en termes de posture d'intervention notamment peut très bien s'appliquer dans la relation duel, puisque de toute façon j'ai pensé cette pratique en prévention en ayant comme modèle la pratique thérapeutique. Alors j'aurai quelques supports diapos, mais très peu finalement. J'espère que ça ne va pas trop vous ennuyer. En tout cas, j'ai choisi de garder peut-être de vous proposer au moins un plan. Et puis, dans la deuxième partie, troisième partie, vous verrez, vous aurez peut-être plus d'éléments et plus de support. Donc,
En introduction, donc j'avance la proposition suivante et c'est à partir d'elle que j'aimerais qu'on échange après par la suite. Excuse-moi, Nathalie, on ne voit pas ton diaporama. Ah, donc je vais recommencer. Hop. Là, peut-être? Oui, c'est bon maintenant. Merci. Donc, je disais, j'avance la proposition suivante. Et c'est à partir de celle-là que j'aimerais qu'on échange peut-être dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une pratique en prévention des conduites addictives à risque doit tenir compte des spécificités de l'adolescence. Et on ne peut pas faire de la prévention à l'adolescence comme nous le ferions auprès des adultes et auprès des enfants. Et j'ai le sentiment que pourtant, c'est ce qui se fait essentiellement et la plupart du temps, c'est-à-dire sur un modèle plutôt éducatif, d'acquisition des compétences, de transmission d'informations sur les risques et les dangers, sur l'entraînement à des comportements. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'éducatif à l'adolescence, mais que peut-être précisément pas à cet endroit-là, c'est-à-dire pour prévenir des conduites addictives, ou alors pas uniquement, ou alors en tenant compte des différents bouleversements que je vais évoquer après. D'ailleurs, bon nombre d'adolescents inscrits dans les conduites addictives n'ont pas nécessairement de carence éducative ni de certaines compétences. Alors, plusieurs modèles et grilles de lecture sont possibles pour parler et décrire l'adolescence, un modèle médical, sociologique, éducatif, cognitif. Donc, moi, je vais me focaliser ici sur le modèle psychologique, puisque c'est celui de ma pratique. Mais à l'intérieur de ce modèle psychologique, il y a plusieurs orientations théoriques différentes. Et par exemple, avec une approche développementale, la période de l'adolescence apparaît comme la répétition et l'achèvement de l'enfance, mais des données cliniques et des recherches théoriques psychanalytiques révèlent un monde interne à l'adolescence avec ce qu'il a de spécifique, et notamment un travail psychique qui aboutit à un remaniement de la personnalité. Alors, je précise d'emblée ici qu'il ne s'agit pas de pratiquer, pour moi, la psychanalyse dans un but préventif, mais bien d'étudier, d'explorer comment la lecture psychanalytique peut avoir un impact sur la conception ou une nouvelle pratique en prévention et faire valoir peut-être un processus efficient en prévention des conduites addictives à l'adolescence. Alors, pourquoi ne pas faire comme la prévention avec les adolescents comme on en ferait avec les enfants ou les adultes? D'abord parce que les adolescents, ils se trouvent exactement au milieu et surtout dans un tiraillement. Alors, ils sont au milieu de quoi? Et ça veut dire quoi ce tiraillement? Ça veut dire qu'un adolescent peut à la fois rejeter et avoir la nostalgie de son enfance. Et que dans le même temps, il peut rejeter la vie d'adulte et à la fois avoir un désir profond de la rejoindre. Donc, ça le place dans une situation inconfortable pour le mieux, et cela peut se traduire par d'ailleurs une grande labilité des affects, des comportements, des idées, des convictions, suivant justement le mouvement de ce tiraillement, enfin de tiraillement dans lequel il se trouve. Et c'est peut-être ce mouvement-là précisément, c'est-à-dire entre cette nostalgie et en même temps ce rejet, ce désir et ce rejet de la vie d'adulte, qu'il faut sans doute avoir en tête chaque fois qu'on est en relation avec les adolescents. Donc, je vous propose de vous présenter dans les grandes lignes le modèle auquel je me réfère dans ma pratique. Ce modèle est à la fois issu de ma formation, mais aussi des différents allers-retours que j'ai pu faire entre ma pratique clinique thérapeutique, et ma pratique en prévention, et les différents apports que je travaille sur le sujet depuis quelques années. Alors, je précise deux choses. La première, c'est que même si c'est le modèle, ce modèle me semble le plus pertinent, je le mets au travail chaque jour sur le terrain, en le confrontant à la réalité de terrain, et que même si ça s'apparente un peu à une démarche militante, ma proposition reste quand même ici de vous le faire connaître et d'enrichir les échanges et les réflexions pour le sujet qui nous réunit ici. Et l'idée est quand même de susciter des questionnements, d'ouvrir des pistes de réflexion. Et donc, ce modèle que je défends, il m'apparaît quand même pouvoir s'inscrire aux côtés des autres démarches. Et tout l'enjeu serait de parvenir à les faire tenir ensemble. Alors, j'évoquerai très rapidement pourquoi je ne m'inscris pas dans le modèle déployé ces dernières années, celui du développement et du renforcement des compétences psychosociales. Mais si vous avez des questions après, je pourrai préciser et puis y répondre.
Donc, je vais organiser ma présentation en 3 parties. D'abord, vous dire quelques mots sur la prévention, enfin de quoi on parle quand on parle de prévention, parce que ça peut recouvrir beaucoup de choses. Vous donner quelques grandes lignes sur la spécificité de l'adolescence avec l'approche psychanalytique. Et enfin, je vous donnerai quelques illustrations de ma pratique, enfin en tout cas en vous présentant rapidement le dispositif que j'ai conçu et que je mets en œuvre dans les établissements scolaires depuis 4 ans. Et je vous en présenterai le cadre, la posture que je développe et le processus à l'œuvre. Alors, il existe plusieurs modèles et démarches en prévention. Alors, il faut quand même préciser dans quel modèle on s'inscrit et à l'intérieur de quel modèle on la pense, parce que prévenir, pour certains, se ferait au moyen de l'information, à partir de connaissances médicales, par exemple, sur les risques et les dangers. Pour d'autres, prévenir pourrait se faire au moyen de la peur ou de la répulsion. Par exemple, les photos cancéreuses sur les paquets de tabac ou les campagnes de la sécurité routière, ce qui nous sidère d'ailleurs, mais sans pas produire trop d'effets miracles. Prévenir se ferait également au moyen de l'interdiction et de la pénalisation. L'interdiction, d'ailleurs, a bien largement contribué à faire reculer la consommation et l'entrée dans le tabac, notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la vente interdite aux mineurs. Et enfin, prévenir, pour d'autres, serait de permettre au sujet de réfléchir sur lui-même, sur ses conduites et sur sa santé. Moi, je vais centrer mon propos sur une approche du sujet. Alors, le mot prévention, il s'est largement installé dans le champ médiatique. Il recouvre l'ensemble des mesures destinées à éviter un événement qu'on pourrait prévoir et dont on pense qu'il entraînerait un dommage pour l'individu ou la collectivité. Alors, prévenir serait protéger la vie, préserver la vie, favoriser l'allongement de la vie, préserver la vie en évitant des dommages supposés évitables. En ce sens, la prévention fait une hypothèse sur l'avenir, pour l'avenir, de ce qui est préférable dans la perspective de préservation de la vie. Elle fait aussi une hypothèse à travers une lecture binaire, en bonne et mauvaise chose pour la vie, qui doit guider l'action d'un sujet. Elle doit permettre de détourner, d'anticiper le mauvais. Elle fait une hypothèse pour le général, le collectif et peut-être un peu moins pour le singulier. Et c'est certainement ici l'un des points de complexité. En tout cas, il y a une nécessité en prévention de l'inscrire dans son temps, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter aux connaissances, aux pratiques, aux différents contextes et publics, et elle doit être en mouvement, en évolution constante. Ainsi, la prévention d'hier est obsolète et celle d'aujourd'hui le sera probablement. Alors, je reprends la définition de la prévention des addictions dans le Code de santé publique, qui recouvre l'ensemble des interventions et des mesures individuelles et collectives ayant pour but d'empêcher ou de réduire, au sein d'une population donnée, les conduites addictives à risque ou nocives et leur transition vers l'addiction. Selon les conduites et les publics considérés, elles reposent sur des stratégies visant à, je cite, dissuader et retarder l'entrée dans les usages, développer les capacités de chacun à faire des choix favorables à sa santé, accroître les capacités de changement de comportement, favoriser le rétablissement des personnes après un épisode d'usage dommageable ou de dépendance. Alors, l'implication de l'État dans la protection de la santé des adolescents est depuis longtemps, enfin dans l'implication de l'école, pardon, elle est longtemps une préoccupation de l'État. Depuis le 19e siècle, médecins, inspecteurs, pédagogues ont pris tour à tour ce rôle au sein des établissements scolaires. Et cette attention des gouvernements a suivi une importante évolution. Au départ, il s'agissait de préserver la vie dans un souci démographique face aux différentes crises et aux révolutions, corriger des mauvaises conduites individuelles, redresser les corps, transmettre de nouvelles valeurs d'hygiène, prescrire une norme de comportement, contraindre, faire acquérir et aujourd'hui construire avec. Ainsi, en 3 siècles, l'élève est devenu malgré lui un acteur, dit-on, de sa santé. En ce sens, les établissements scolaires sont tenus de dispenser
je cite, « une information sur les conséquences de la consommation de drogue sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle par groupe d'âge homogène. » C'est extrait du Code de l'éducation. Alors, pendant de nombreuses années, la prévention des addictions au milieu scolaire s'est pratiquée, je dirais, de manière intuitive, avec comme élan l'intention de bien faire, suivant les formations, les convictions et la morale de chacun des intervenants, que ce soit des gendarmes, éducateurs, professionnels de soins. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, l'intention de bien faire n'étant plus suffisante, on peut s'en réjouir d'ailleurs, un changement de paradigme orienté par la DGS et la MILDEC, et soutenu aussi par les ARS, invite les acteurs de prévention à déployer des programmes probants ayant fait preuve de leur efficacité. Alors, quelles sont les recommandations? Rapidement, j'ai repris les recommandations du rapport d'expertise collective de l'INSERM en 2014, même si ça date un peu. Donc, ce groupe d'experts a fait le point sur les stratégies de prévention et de prise en charge des adolescents. Il propose des pistes d'action et de recherche. Ainsi, je cite, il préconise d'informer et de sensibiliser le grand public et les différents acteurs concernés sur la vulnérabilité particulière du cerveau de l'adolescent et sur les dangers d'une initiation précoce, de renforcer les messages décrivant l'impact durable sur la santé et en particulier sur le cerveau. Il préconise également que l'information auprès des jeunes soit accompagnée d'interventions visant un renforcement de leurs compétences psychosociales et de l'affirmation de soi. Cette expertise recommande également, pour mener des actions efficientes, que ces actions s'inscrivent dans le temps et qu'elles donnent aux jeunes la possibilité de participer activement en favorisant les échanges interactifs et pour éviter toute stigmatisation, de proposer des volets ciblés permettant la prise en compte des autres problèmes rencontrés par les jeunes, troubles des conduites, troubles psychiques, mal-être, échecs scolaires. Donc, toutes ces préconisations vont dans le sens de renforcer des compétences et l'affirmation de soi. Alors, aujourd'hui en France, la conception de la prévention collective s'appuie sur un seul modèle, celui de la transmission et de l'acquisition de savoir sur la santé, dont l'un des objectifs est la modification de comportements qui seraient dits inadéquats ou de certaines compétences qui seraient en insuffisance de développement. Stratégie incontournable, le développement des compétences psychosociales est devenu une sorte de sésame au financement public et aux évaluations. Et ce modèle tend à se généraliser ces 15 dernières années du fait de nombreux travaux de recherche à l'étranger principalement, et le validant comme protecteur des conduites addictives déterminantes de bien-être et de santé. Alors moi, j'interroge ce modèle cognitif et de rééducation de comportement, car il se base, il me semble, sur la responsabilité du sujet, dès lors qu'il a reçu l'entraînement et l'information suffisante concernant les conséquences de certaines conduites. Je l'interroge aussi car il me semble que les adolescents pourraient être perçus comme des êtres à remplir de connaissances, à contenir et à dompter car trop de pulsionalité, à redresser car mal éduqués et à prévenir des dangers car insouciants. Ce modèle sous-tend également une conception du sujet qui serait dit raisonnable, c'est-à-dire capable d'accéder aux causes de ses actions, un sujet qui pourrait être entraîné à bien réagir, connaissant ce qui serait bon et mauvais pour lui, et surtout y préférant nécessairement le bon. En gros, un sujet maître de lui-même et de ses actes. Cependant, cette conception semble ne pas prendre en compte la part en nous qui nous est étrangère, énigmatique, c'est-à-dire la réalité psychique inconsciente, c'est celle qui échappe à notre contrôle. Alors, pour survivre, l'être humain, comme l'animal, évite, fuit, se détourne de ce qui est mauvais pour sa survie, pour lui. Cependant, il me semble qu'on ne peut pas ignorer ceci, que l'homme pourrait aussi vouloir se détruire, ou pour le moins ne pas le craindre, que l'être humain répète des situations où il se met en danger. Qu'en se mettant en danger ou en prenant des risques, il fait prendre des risques et à d'autres. Tout ça en connaissant et en étant très informé de tous ces risques qu'il prend. Mais que certaines de ces prises de risques sont à mettre en écho à l'adolescence, notamment au rapport à l'interdit, à l'autorité, aux limites. Que ces prises de risques permettent de montrer son indépendance, de vérifier l'interdit énoncé par un adulte, d'en comprendre le sens en passant par l'acte ou en le transgressant.
Donc la prévention, il me semble, ne doit pas ignorer qu'un sujet ne veut pas toujours et nécessairement le mieux vivre, le meilleur être pour lui ni pour les autres d'ailleurs. Que des prises de risques peuvent être également le signe de la souffrance, d'une punition faite à soi-même pour se débarrasser d'une faute par exemple. Et la clinique des addictions donne d'ailleurs chaque jour la preuve de ceci. Le sujet n'est pas maître, quand bien même il sait ce qui est bon et mauvais pour lui, quand bien même il connaît les risques qu'il prend, il a quelque chose qui lui échappe. D'ailleurs, comment comprendre qu'entre 10 et 12 ans, certaines interdictions, dangerosités, risques semblent être très bien connus, même voire intégrés, et qu'à partir de l'avènement de la puberté, ces interdictions, ces risques encourus semblent être remis en question, écartés, défiés. Donc, je pose la question, est-ce que c'est vraiment une histoire d'information, de connaissances et de compétences qu'il y aurait à renforcer à ce moment-là? Et donc, j'émets l'hypothèse suivante, c'est que pour moi, les adolescents, en tout cas ceux qui sont scolarisés, ont des compétences. Ils ne sont pas en insuffisance de compétences psychosociales et qu'il ne faut pas forcément les renforcer. J'avance plutôt que ces compétences, elles sont immobilisées, voire détournées, c'est-à-dire qu'elles seraient utilisées à d'autres fins par l'avènement de la puberté. Ainsi, je me pose la question aussi, est-ce qu'on peut continuer à penser que par soumission ou par identification au discours savant dit protecteur des adultes, les adolescents aligneront leur conduite du côté du bon, du bien, du préférable, du mieux pour eux? Pouvons-nous aujourd'hui continuer à faire comme si c'était l'absence d'information à l'égard des risques et des dangers qui conduirait un sujet vers les conduites addictives? Donc, je soutiens que face au processus adolescent, la prévention doit être pensée un peu différemment, qu'on doit aller un peu plus loin dans nos réflexions et ne pas perdre de vue pendant nos interactions avec eux la singularité du travail qu'ils ont à accomplir, ni ce que nous représentons pour eux en tant qu'adultes et l'enjeu de cette relation. Je développerai plus loin la pratique qui me semble la plus adaptée en termes de posture, pour ne pas plonger dans un discours moralisateur ou un discours qui fait mine de ne pas l'être, c'est-à-dire qui donne quand même son avis. Il me semble qu'il nous faut quitter ce rapport descendant qui valide ou invalide. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. Je vais vous parler un petit peu de l'adolescence, de ses gains, de ses pertes et de ses renoncements. Donc, à la puberté, l'adolescent est pris par un changement radical, une nouvelle expérience sensorielle qui impose une construction psychique et identitaire nouvelle. Et la puberté fait rupture en ce sens que ce phénomène signe que ça ne sera plus jamais comme avant. Et qu'un travail psychique à accomplir, il y a un travail psychique à accomplir et en plus de ça, on n'en connaît pas l'issue. Alors rapidement, quels sont ces trois grands bouleversements? Donc un corps en mutation, un accès à la sexualité et de nouvelles modalités de relation avec son environnement et une prise de distance avec les parents. Alors l'adolescent doit faire face à ces trois grandes transformations consécutives à la venue de la puberté, mais au phénomène psychique induit par elle, car en même temps, il doit devenir sujet de ces transformations, c'est-à-dire qu'il a un rôle à jouer dans cette appropriation. Alors, les transformations du corps, vous les connaissez, mais je rappelle rapidement, vous comprendrez pourquoi après. Donc, c'est un processus qui dure environ 6 ans, avec une poussée de croissance entre 20 et 25 cm, qui enclenche un changement de la silhouette et des proportions du corps. Et tout ça confère une nouvelle force, une nouvelle puissance et un élan nouveau, avec de nouvelles limites à explorer, à trouver, de nouvelles sensations à s'approprier. Et les adolescents sont contraints à cette intégration. Ils ne peuvent s'extraire de ces modifications de leur corps, de leur visage, de leur peau, de leur voix, de leurs pulsions. La rupture physiologique avec le surgissement des hormones sexuelles, la mise en route de la fonction de reproduction, offre de nouvelles possibilités d'expériences relationnelles, sexuelles, et pose aussi la question du choix d'objets sexuels. Alors, ils s'en accommodent la plupart du temps de ces transformations, mais cette métamorphose peut s'apparenter pour certains à un vécu de fin du monde.
et les conduire vers la recherche de solutions d'apaisement. Nous verrons un peu plus loin. Donc, je fais une petite parenthèse, car l'autre jour, je discutais avec une enseignante. On évoquait justement le malaise que pouvait provoquer pour certains les changements corporels. Rien que cela. Et elle me dit, mais enfin, ils y passent tous par la puberté, il n'y a aucune raison que ça les tracasse plus que ça. Donc, c'est pour ça que je rappelais toutes ces modifications juste avant, parce qu'en effet, ils y passent tous, mais ils ne savent ni à quel moment exactement, ni à quel rythme, c'est-à-dire que le rythme est différent pour les uns et les autres, ni quand cela va s'arrêter exactement, ni si ce qu'ils vont découvrir à la fin, ni ce qu'ils vont vraiment ressentir, comment ils vont accepter, tolérer l'excitation débordante ressentie, etc. Donc, même si on sait qu'on va y passer, ça n'exclut pas le fait que ça puisse être problématique pour certains. Je ferme cette petite parenthèse. Alors, parmi les autres changements, même s'ils ne sont pas visibles, je n'oublie pas quand même la maturation du cerveau, jusqu'à 20-25 ans, avec la période d'élagage, c'est-à-dire l'élimination des connexions inutiles entre les neurones, le maintien et le renforcement d'autres connexions, la diminution du volume du cortex préfrontal, avec par ailleurs une connectivité améliorée. Donc, ces transformations sont à la fois des gains, on le voit, mais aussi des pertes. Et notamment, la perte essentielle, c'est celle du corps de l'enfant, du narcissisme infantile et de l'omnipotence. Je vous donne une petite illustration clinique. Un adolescent me dit un jour, je me suis toujours trouvé moche. En fait, j'attendais la puberté pour changer complètement de visage, de tête, et il me trouvait beau enfin. Ainsi, il scrutait chaque matin dans le miroir un changement potentiel qui allait pouvoir peut-être le rendre beau. Donc, on peut imaginer quel espoir il avait misé dans ce changement. Et un autre adolescent, à l'inverse, ne supportait pas de voir transformer son visage alors qu'on lui avait toujours dit depuis qu'il était enfant qu'il était très beau. Et donc, voilà, est-ce qu'il allait conserver cette beauté ou alors est-ce qu'elle serait à jamais que le trésor perdu de son enfance? Donc, j'en viens au deuxième bouleversement, un accès à la sexualité qui est parfois oublié, enfin, en tout cas, on contacte des adolescents, les adultes parfois oublient que l'accès nouveau à la sexualité et l'organisation des désirs sexuels constituent un bouleversement majeur, et un bouleversement à la fois quantitatif et qualitatif. Alors, quantitatif, c'est difficile de passer à côté de cette poussée libidinale quand on est aux côtés des adolescents. Mais le changement, il est aussi qualitatif, c'est-à-dire qu'avec ce que René Roussillon nomme la potentialité orgasmique, qui change radicalement le plaisir sexuel, qui n'était auparavant que satisfaction. Aujourd'hui, il devient possiblement orgasme. Alors, maintenant que le coït devient possible, l'adolescent va lutter contre cette excitation érotique qui pourrait émerger en présence et à proximité d'un de ses parents. Mais aussi, il doit lutter contre l'agressivité parricidaire. Je cite Raymond Kahn dans Adolescence et folie, il dit que la réalisabilité du coït réactive à cet âge la problématique fondamentale de la lutte contre l'inceste. C'est-à-dire que ce nouveau type de sexualité va modifier, transformer les liens parentaux qui ont été intériorisés pendant l'enfance. Et cette réactivation des fantasmes oedipiens, c'est-à-dire ces fantasmes qui sont aujourd'hui devenus, qui sont réalisables, ces fantasmes-là vont contraindre l'adolescent à un travail psychique spécifique qui va l'engager dans un travail d'équilibre entre une mise à l'écart de toute représentation incestueuse, c'est-à-dire qu'il va devoir se débarrasser de ces représentations-là qui vont émerger, et leur confrontation, afin de les intégrer psychiquement pour donner un sens à ces ressentis et trouver de nouvelles positions identificatoires. Troisième bouleversement, une relation nouvelle avec l'environnement et une prise de distance avec les parents qui fait suite aux deux premiers, donc, en quittant une certaine passivité et une domination
des adultes, l'adolescent acquiert un certain pouvoir. Son mode de relation à l'adulte change radicalement. Les expériences de plaisir, de découverte ne sont plus, ou pas, ou moins en tout cas, organisées, anticipées, ni contrôlées, comme c'était le cas auparavant, par l'environnement familial. À présent, l'amour, le plaisir, les expériences de satisfaction s'éprouvent au dehors de la sphère familiale, auprès des pairs. Et cette décentration du cercle familial, enfin du cercle relationnel familial, vers le groupe de pairs, alors elle est nécessaire pour les raisons évoquées précédemment par rapport au réchauffement oedipien. Pourtant, cette décentration, elle est souvent épinglée comme dangereuse, source de toutes les dérives, notamment du fait de la pression que pourrait engendrer un groupe de pairs. Je cite René Caès dans La transmission psychique intergénérationnelle et intergroupale. Il dit que toute affiliation à un groupe, autre que celui de la famille, se fonde sur un conflit avec l'affiliation, avec le roman de l'affiliation. Adhérer à un groupe, c'est une façon de mettre en cause l'héritage, c'est une façon de le surprendre ou de le désavouer, en tous les cas d'explorer un autre possible. Ainsi, je pose la question, est-ce que le groupe de pairs pourrait accompagner, étayer les différentes transformations que j'ai nommées précédemment, relationnelles, corporelles, identitaires? Pourrait-il être le lieu pour partager les dissonances et les nouveautés? Permettrait-il de se transformer en restant le même? Donc, je fais l'hypothèse que le groupe de pairs, dans un certain contexte, en effet, pourrait être celui qui accompagne et permettre de mettre au travail ces différents changements. En France, des psychanalystes comme Didier Anzieux et René Caès parlent des fonctions de suppléance et d'étayage contre la perte des objets de réassurance, de protection, contre l'angoisse et la solitude. L'étayage du groupe, pardon. Donc, à l'adolescence, le groupe de pairs prend le relais. Il est un soutien affectif et permet d'affronter la séparation avec les parents. Daniel Marcelli, je cite, dit « Le groupe donne à l'adolescent à la fois une protection, une possibilité de régression, mais aussi un étayage identificatoire de transition. » Le sujet va trouver dans le groupe une source d'excitation et de confrontation à l'anarchie pulsionnelle. Ainsi, le groupe peut devenir le lieu d'exploration de nouveaux affects, émotions, sentiments, sensations. Il peut être l'accomplissement de désirs inconscients. Il a une fonction de dépôt, c'est-à-dire que le sujet peut abandonner au groupe une part de sa réalité psychique, des angoisses notamment. Il est un contenant, mais aussi un conteneur, c'est-à-dire un espace qui permet de transformer, un espace de transformation. Alors, au regard de ces trois bouleversements de l'adolescence, j'ai fait l'hypothèse que les adolescents recherchent et trouvent parfois, dans les conduites addictives, des réponses à tous ces bouleversements, à leurs souffrances, à leurs difficultés relationnelles, aux énigmes que posent ces transformations et à la nouvelle modalité qu'ils ont d'accès au plaisir sexuel. Ainsi, pour moi, il s'agit de penser la prévention à l'adolescence comme l'étayage de ces différents remaniements et de soutenir le travail de symbolisation de l'absence, du manque, de la perte et aussi de la nouveauté. Ainsi, la relation que nous engageons avec les adolescents doit tenir compte de cela, les accompagner et ne pas leur donner l'itinéraire que nous pensons préférable pour eux. Je voudrais mettre en perspective les transformations auxquelles les adolescents doivent faire face, les différentes fonctions recherchées dans les substances psychoactives et également ce à quoi un groupe de pairs pourrait répondre. Car tout comme dans le groupe, l'usage de certaines substances peut permettre l'exploration de nouvelles sensations, voire d'hypersensations, avec le dépassement de soi, de certaines limites corporelles, la recherche de performance et la réalisation d'une prouesse, par exemple, avec la nouvelle force obtenue grâce aux transformations du corps. Tout comme le groupe, l'usage de certaines substances permet un certain accès à la transgression des limites. Alors, il me semble qu'il ne s'agit pas tant de transgresser un interdit éducatif et pénal à l'égard de l'usage lui-même, mais je m'intéresse plutôt à ce que l'effet de la consommation peut permettre comme transgression, c'est-à-dire l'effet qu'une substance peut avoir, par exemple, sur les instants surmoïques,
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de transgresser, mais comment une substance va pouvoir, l'effet d'une substance va permettre de transgresser, par exemple en déculpabilisant ou en désinhibant. Ça peut s'exprimer, je vous donne un exemple, par exemple en rentrant plus tard que ce qui est exigé par les parents ou en ne faisant pas le travail demandé, ou encore en permettant une conduite de délit. Par exemple, un adolescent qui dit « j'ai bu un peu avant d'aller cambrioler ». En fait, là, la transgression, ce n'est pas tant l'interdit de la consommation, mais plutôt ce que la consommation permet comme autre transgression. De la même manière, le groupe peut engendrer des actes transgressifs auparavant impensables pour un individu seul. Et puis, il y a la fonction régulative, bien entendu, de modulation affective, qui se retrouve à la fois dans le groupe et dans les différents usages, pour faire face à des situations angoissantes, par exemple à des échecs. Et puis, ce qui est prouvé à l'intérieur comme débordement, comme tension, comme stress, comme incompréhension, comme inquiétude, pourrait se réguler par l'effet des substances et aussi dans le groupe. Alors, on va passer à ma troisième partie, qui est la présentation donc, du dispositif que j'ai créé. Donc, j'ai engagé une recherche il y a quelques années à partir d'un dispositif que j'ai nommé Expérience animée. Alors, je ne vais pas retracer tout le parcours de création, mais au moins quelques impulsions. Déjà, vous dire qu'il s'est élaboré au cours d'un long processus de questionnement, de réflexion. Ça fait au moins 8 années. Qu'il a émergé d'une pratique clinique thérapeutique en addictologie, et notamment à partir de la rencontre de nombreux patients enlisés dans des conduites addictives, aliénantes depuis de nombreuses années, et pour qui, comme pour bon nombre, avait débuté à l'adolescence. Alors, à l'origine de cette création, il y a, je pense que vous l'aurez compris, une certaine insatisfaction professionnelle à l'égard des pratiques de prévention en milieu scolaire. Et avant de m'engager dans cette création, j'ai exploré, j'ai travaillé sur ce qui se faisait en Suisse, en Belgique, au Canada. J'ai fait une revue des données probantes, des différents programmes. Et je dois dire que j'ai été convaincue ni par leurs évaluations, ni par les méthodes d'intervention, car elles ne correspondent pas tout à fait à la conception que je voulais défendre et à laquelle je crois. Et je me sentais un peu, pas en accord. Donc, je pense que, je l'ai nommé plus haut, mais dans la relation avec les adolescents, je ne pense pas qu'il faille leur transmettre des informations pour les prévenir des dangers, ni les faire travailler sur des techniques commerciales de l'industrie du tabac ou le marketing de l'alcool. Même si c'est fait, en tout cas dans la relation. Je dis pas qu'il ne faut pas les informer, voilà. Mais en tout cas, quand on va les rencontrer dans les classes, je ne pense pas que c'est ce qu'il faille faire. Je pense plutôt qu'il faut les laisser absolument s'exprimer, nous dire ce que pour chacun d'entre eux il se passe, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils pensent faire telle ou telle chose. Voilà. D'ailleurs, je vous renvoie à l'enquête, c'est pareil, elle date un peu, mais l'enquête Aramis de 2017, je crois qu'il y a une deuxième enquête là, qui devrait sortir sur comment les adolescents ont été interviewés, et ils expliquent un petit peu les motivations qu'ils ont aux usages. Et c'est intéressant de lire ce qu'ils disent de leur motivation. Et donc, le dispositif que je vais vous présenter, je l'ai conçu en tenant compte du contexte social scolaire français, et aussi des spécificités de l'adolescence. Alors, je vais présenter les choses comme ça. D'abord, comment il a été créé à partir d'une médiation spécifique, quelle en est sa structure, et puis quel est le processus. Alors, le dispositif, il est structuré à partir d'une médiation, donc la création de films d'animation. Je vous explique rapidement comment ça se passe. Donc, il y a 2 intervenants, donc un psychologue ou un chargé de prévention.
j'ai rencontré il y a quelques années des étudiants de l'AMCA, donc c'est une école à Angoulême, l'école des métiers du cinéma d'animation. Donc ces étudiants, ils ont entre 20 et 25 ans, et donc depuis 7 ans, oui, il me semble. Donc je rencontre les étudiants qui sont en deuxième année et je leur propose lors d'un atelier de création de 8 jours, ils sont accompagnés par un réalisateur. Donc je leur ai demandé de réaliser un film sur les conduites addictives, l'adolescence, et je leur ai demandé de porter un regard voilà, sur ces thématiques-là, en leur demandant voilà, de s'adresser à un public jeune et voilà, en leur disant de dire voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils auraient voilà, envie de dire. Donc, ils ont réalisé des courts-métrages. Donc, c'est cette médiation-là que j'utilise. Donc, aujourd'hui, j'ai 60 courts-métrages. Je vous montrerai quelques extraits tout à l'heure pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Donc, ils réalisent des films d'animation. Et puis, ce sont ces films, après, que je projette aux adolescents, donc à l'occasion d'ateliers qui durent 1 heure, 3 fois par an pendant 3 ans. Donc, ça fait 9 séances d'1 heure, accompagnées par un membre de la communauté éducative. Et la consigne est celle-ci qu'ils puissent dire ce qui vient comme ça vient, de dire ce qu'ils ressentent, qu'ils donnent leur avis en respectant la parole, les idées de chacun, et surtout qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Voilà. Alors, juste, je fais une petite parenthèse par rapport à la médiation avant de vous parler de la spécificité. Pourquoi, en fait, on utilise des médiations, et assez souvent avec les adolescents, enfin les enfants aussi, mais la proposition de base, c'est que ce à quoi on est confronté dans notre vie, chacun d'entre nous, nous avons à l'intégrer psychiquement. C'est-à-dire qu'on doit l'intégrer, si on prend la métaphore digestive, en fait, on doit digérer ce à quoi on est confronté. Sauf qu'il se trouve que on ne peut pas avoir un accès et on ne peut pas intégrer directement ce qu'on vit. On doit passer, on doit d'une certaine manière déchiffrer ce qui se passe. Et donc la médiation nous permet de déchiffrer ce à quoi nous sommes confrontés, mais de manière indirecte. Dans notre cas, pour les adolescents, on peut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de saisie, ils ne peuvent pas avoir une saisie immédiate ni intégrer ce qui se passe comme bouleversement. D'ailleurs, ils sont plus dans le vécu que dans le fait de penser ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, il va falloir qu'ils puissent déchiffrer, déployer, déplier, c'est-à-dire le nommer à quelqu'un, et là, pour le coup, à partir de cette médiation, pour pouvoir après se le réapproprier et puis lui donner du sens à ce qui est en train de se passer. Donc la médiation ici, elle permet à la fois de médier la relation, c'est-à-dire de soi à soi, c'est-à-dire de ce qu'on est en train de vivre, de comment là on le supporte, comment on le digère. Elle permet de médier la relation entre les adultes et les adolescents et la relation entre les adolescents entre eux. Alors, concernant la spécificité de cette médiation, alors je précise que ce ne sont pas des films pédagogiques, donc ce n'est pas des films qui sont pensés par les adultes. Ce ne sont pas des films éducatifs qui sont réalisés par des professionnels de soins qui savent, ce sont des créations d'auteurs. Et je rappelle que la création d'auteur, c'est une projection dans l'œuvre de l'auteur, c'est-à-dire de ses préoccupations, de ses désirs, de ce qui lui fait souffrir, de ce qui lui fait plaisir, de ce qui l'interroge, de son mode de relation aux autres. Et donc, les jeunes réalisateurs, je disais, ils ont entre 20 et 25 ans, ils témoignent à travers leurs films de leur vie psychique, qui est visible et lisible par le spectateur, mais de manière indirecte. Et c'est avec ça qu'on tente de favoriser l'expression des vécus des adolescents et que nous construisons le récit de ces vécus au sein du groupe. Donc, c'est une médiation qui favorise l'avènement et l'expression de différents affects, les émotions, les sentiments, les sensations. Elle exige un travail de pensée, notamment une activité interprétante. Elle est un médium malléable, c'est-à-dire qu'elle permet d'exploiter la métaphore, le symbolique, le non-dit, le non-figuré. Et elle ouvre un espace onirique. Alors, comment il se structure, le dispositif ? Donc,
je l'ai dit, on propose 3 ateliers, donc expériences animées par an, un par trimestre, de la 5e à la 3e, pardon, et de la seconde à la terminale. Alors, 2 intervenants, je vous l'ai dit, animent les séances et un professionnel de l'établissement est présent également. Alors, le groupe est constitué soit du groupe de la classe entière, soit un demi-groupe au lycée, entre 8 et 30 adolescents, donc selon les établissements. Alors, pourquoi un par trimestre et pas 9 à la suite? Les séances, elles sont réparties dans le temps, tous les 2-3 mois, afin de suivre le groupe classe sur une année avec son évolution, sa dynamique et puis les différentes transformations que j'ai nommées tout à l'heure pour pouvoir avancer avec eux le temps de cette maturation. Donc ça, c'est le volet auprès des adolescents. Et puis, auprès des adultes, de la communauté éducative, donc il y a une présentation du dispositif, une rencontre préparatoire où on évoque la posture, le cadre et le processus. Et puis, entre chaque atelier, 3 séances de débriefing avec tous les professionnels, donc pour pouvoir partager nos observations, les analyses de chacun sur le groupe et puis faire des hypothèses pour les prochaines séances. Alors concrètement, comment ça se passe? Je vous mets une petite photo. Donc on installe la salle en U avec une ouverture vers l'écran de projection. Les adultes et les adolescents sont tous réunis autour de la table, assis ensemble. On plonge, lorsque la salle le permet, les adolescents dans le noir pour une immersion afin de créer une sorte d'enveloppe qui les isole aussi du regard des autres parce que certains films, voilà, ils provoquent certaines émotions. Et voilà, pour qu'ils puissent aussi manifester plus facilement leur réaction et de se laisser affecter. Donc cette situation-là transforme temporairement le lieu et transporte les élèves un peu ailleurs, qui sont dans une situation d'école, d'apprentissage. Donc là, voilà, on change un peu le lieu. Donc, on observe de nombreuses manifestations de plaisir, d'excitation, de surprise, de peur qui surgissent dans cette obscurité. Puis, on rallume la lumière pour les échanges. Donc, alors, la posture, c'est une posture d'accueil. Alors, je précise, c'est une posture de réception et de réflexion au sens lumineux du terme, c'est-à-dire réceptionner la parole, les actes, les mouvements. C'est pas une posture interprétative. Hein. C'est une posture qui est reflet, écho et qui permet une possible appropriation et transformation. Alors, cette posture-là, elle doit permettre l'ouverture de la parole, favoriser l'expression des affects, susciter une réflexion sur soi et sur les autres et voilà, comme je disais tout à l'heure, dans un lieu où les élèves reçoivent des contenus, des savoirs, voilà, ça peut leur faire vivre parfois des choses un peu nouvelles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation expérience animée, en tout cas la posture, c'est une posture en creux. C'est-à-dire qu'elle ne remplit pas, elle n'informe pas, elle laisse plutôt voilà, place à l'expression de la réalité, de la créativité psychique des adolescents. Donc, on n'est pas du tout dans cette dynamique justement de donner des informations sur les substances, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur la loi, ces choses-là. Donc, c'est vraiment une posture en creux et qui implique la suspension de la validation et l'invalidation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise et bonne réponse. C'est-à-dire que chaque élève qui donne une interprétation, elle donne son interprétation, elle va être reprise et on peut rebondir sur cette interprétation, mais on ne valide pas ou on n'invalide pas. Alors, donc l'idée avec ces ateliers, c'est d'initier des échanges en groupe, donc via cette médiation, pour activer l'expression des expériences énigmatiques de l'adolescence, mettre en mouvement un questionnement sur soi, sur les autres, sur les relations intersubjectives, et puis favoriser le travail de symbolisation qui est particulièrement nécessaire. Alors, je vais tenter de vous décrire un petit peu le processus. Donc là, on imagine qu'il y a une première... donc un film est projeté, une première symbolisation. Le film génère, donc je l'ai dit, des affects, des émotions, des sentiments. Il active le monde imaginaire, les identifications. En tout cas, il convoque la réalité psychique du sujet. Puis,
Les échanges en groupe autour du film vont permettre cette poursuite du processus de symbolisation dans la relation au groupe et aux animateurs, donc à nous. Donc, dans ces échanges, les adolescents sont invités à témoigner de leur monde interne sans y être confrontés directement. C'est-à-dire qu'ils parlent du film, mais donc évidemment qu'ils parlent de leur monde interne, mais alors évidemment que certains en ont bien conscience, mais c'est pas tout à fait direct. Ils peuvent construire, déconstruire, s'approprier, voilà, parler de ce qui est présents, de ceux qui sont absents, des expériences personnelles, exprimer ce qui les affecte et tenter de donner du sens. Alors, comment ça se passe? Chaque adolescent va prélever, j'ai essayé de l'imager, va prélever dans le film un ou plusieurs éléments. C'est-à-dire ça peut être, je sais pas, une idée, une thématique, un concept, un son, une couleur, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un premier élève qui va dire ce que le film lui évoque. Il le nomme et il propose ça à la discussion. Après ça, à partir de là, chacun va en dire quelque chose, rebondir là-dessus. Voilà. Donc, le groupe prend ce qui a été dit, le saisit, le transforme avec son autre actualité, c'est-à-dire que chacun va projeter ses préoccupations propres, et ce qui a été prélevé dans un premier temps va être transformé et sera repris, ressaisi par le sujet. Donc, ce même processus, il est à multiplier par le nombre de participants et répété tout au long de la séance avec les différents films. Ainsi, les projections qui sont mobilisées lors de la création des films donc par les jeunes réalisateurs, puis lors de leur diffusion, activent dans le groupe d'adolescents différents mouvements pulsionnels, stimulent l'expression de conflits, conscients ou inconscients d'ailleurs, et donc, les échanges qui se déploient au sein de ces ateliers, avec cette médiation, offrent, je pense, un étayage nécessaire aux expériences qui émergent du processus pubertaire. Et la symbolisation va permettre cette mise en forme en représentation de l'expérience subjective qu'ils vivent. Donc, pour terminer, avant de vous donner je vais vous projeter quelques extraits. Je dirais que cette approche, donc, on va dire qu'elle est multipréventive, donc elle tient compte de la réalité psychique des adolescents et l'étayage des différents remaniements se fait par le groupe et cette médiation. Et donc, l'hypothèse du dispositif expérience animée, vous l'aurez compris, donc ce n'est pas de renforcer, de développer certaines compétences, quand bien même certaines sont sollicitées, mais comme tous les jours et au quotidien. Mais l'idée, c'est plutôt de générer du sens, de co-construire à partir des différents échanges. Donc. Et il m'apparaît nécessaire que pour prévenir les souffrances qui pourraient être associées aux conduites addictives, c'est important de faire advenir en groupe, autour des différents échanges, ce rapport au corps, que j'ai nommé, au plaisir, à la violence, l'expression de certains conflits. Et donc, je terminerai en vous disant que la prévention à l'adolescence, il me semble, elle ne peut pas être un discours mettant en avant un savoir, c'est-à-dire celui de ce qu'il faut, ni une prédiction de ce qui pourrait être ou pourrait se passer si, mais plutôt l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant pour eux, parce que c'est bien ici et maintenant que les choses se vivent, s'explorent et se construisent pour eux. Alors, j'ai fait le choix de... Là, je vous ai mis quelques images pour que vous ayez un peu une idée de quoi ça ressemble, mais j'ai fait le choix de ne pas vous projeter des films en entier parce que je travaille avec 60 courts-métrages et je craignais que si je vous en projette un, vous ayez peut-être une idée de ce que les autres pouvaient être et ils sont vraiment tous uniques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous laisse regarder, j'ai fait un petit montage de certains films. Je vais lancer. Remplir ce vide. Pourquoi est-ce que je ne fais pas le poids face à une cigarette ?
les ai refoulés parce que je connaissais personne comme moi. Personne pour me dire que j'étais pas fou. Je vais pas vivre ma vie en l'évitant, non. Je crois que, de toute façon, c'est inévitable de la rencontrer. Tôt ou tard, de près ou de loin. Alors, autant vivre sa vie avant. Remplir ce vide. Bon, bah, écoutez, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie pour... Ok, super. Donc, je te remercie, Nathalie, pour cette très belle intervention et très complète. Voilà, je remercie aussi à tous les participants qui ne sont plus présents ou qui sont encore présents de leurs nombreuses questions, de leurs nombreuses interventions dans le chat. Juste pour information, j'ai vu que dans le chat ça a été mis. Donc il y a un prochain rendez-vous de la Coréade qui est déjà programmé, qui sera avec le docteur Olivier Galera, médecin coordinateur du programme STEP, sevrage tabagique et éducation prévention, dont le titre est Mieux soigner un patient tabagique, quels enjeux écologiques. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc voilà, je souhaite encore remercier pour tous ces échanges et pour voilà, cette merveilleuse présentation. Et comme j'ai pu le mentionner au début de vos webinaire, si vous voulez rester informés, nos prochains rendez-vous de la Coréade, colloque formation, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Et si vous souhaitez adhérer à l'association, n'hésitez pas, une adhésion, c'est 10 € par an. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Bonne